Philippe Leclerc. Oui, je voulais revenir sur le caractère civil et humanitaire de l'asile, justement, et des camps de réfugiés. On a parlé de Zaatari et du soin apporté aux blessés, y compris à ceux qui, éventuellement, voudraient continuer la lutte après avoir bénéficié de l'asile. Et là, il est très clair aussi sur les principes du droit international des réfugiés que l'asile doit avoir ce caractère civil, et donc les combattants doivent renoncer à leur statut de combattant et aux armes pour bénéficier du statut de réfugié et de l'assistance dans les camps. Et c'est pour cela également que le HCR cherche toujours à avoir une distance importante du pays, entre le pays d'asile et le pays qui produit les réfugiés, pour justement éviter des possibles interventions du pays d'origine pour éventuellement bombarder les camps de réfugiés qui seraient jugés comme abritant des combattants. Donc c'est très important de garder ce caractère civil et humanitaire de l'asile. Philippe Leclerc, donc du bureau HCR de Paris, hein, je n'avais pas précisé tout à l'heure. Il nous reste un quart d'heure, on va prendre effectivement une dernière intervention et ensuite on conclura. Oui, Marc Laroche, Caritas France, Secours catholique. J'ai deux remarques. La première, c'est que c'était très intéressant, hein. Je remercie le CICR d'avoir organisé ça. Simplement, il me semble qu'il y a de nouveaux opérateurs qui sont des ONG qui vivent en permanence sur le terrain, qui, dans le domaine humanitaire, certes, sont minimes, parce qu'elles n'ont pas la puissance de feu d'autres. Ça, c'est la première remarque. Et donc, la question des principes est encore plus complexe lorsque ce sont des ONG locales, donc qui travaillent, qui vivent là, avant un conflit, avant une catastrophe, qui sont là pendant, qui sont là après, qui, à un moment, faisaient du développement, tout à coup, ils doivent passer une phase d'urgence, ils repassent au développement, etc. Donc, non seulement il y a des sur place qui complexifient la question de l'application des principes, d'autre part, ils sont un peu, je passe ce mot-là, mais disons multicartes pour dire quelque chose, ils travaillent tant dans l'observation des politiques publiques, dans les droits de l'homme, que dans le développement, que dans l'urgence comme telle ponctuelle. Voilà, donc ça c'est un aspect qui me paraît ne pas avoir été pris dans ce débat. Un autre aspect, il me semble que les interlocuteurs parlent un peu en opérateur autonome. Or, sur le terrain, voilà, je quitte ma casquette Caritas. On parlait tout à l'heure des prisons, on est vraiment parlé des prisons. Il se trouve que j'ai travaillé au Rwanda notamment, pour Pilon Reform International, dans les prisons. Il y avait, le CICR sur les prisonniers de guerre et autres, Human Rights Watch sur les prisonniers d'opinion, nous-mêmes sur les prisonniers de droit commun, etc. Avocats sans frontières, on travaille complètement ensemble. Et là aussi, il y a des confrontations de culture entre des humanitaires, style CICR, le gardien du temple des conventions de Genève, etc. Human Rights Watch, qui est là, les années-lumière de tout ça. PRI, qui est une ONG technique, etc. Voilà. Donc ça aussi, la question des alliances opérationnelles sur le terrain ne me semble pas avoir été abordée. La confrontation de cultures, de missions différentes, qui néanmoins travaillent sur le terrain et qui essayent de travailler plus ou moins, peu ou prou, dans l'aspect des dits concepts ou principes militaires. Voilà. Marc Laroche de Caritas nous fournit justement sur un plateau la transition que j'attendais. Parce qu'effectivement, c'était la question que je voulais vous poser un peu en conclusion sur les perspectives d'avenir. Moi, j'avais noté 4 points, 4 points et 5 minutes chacun. C'était justement la question de la coopération entre les acteurs. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire quel type de coopération avec les acteurs qui sont foisonnants, divers, depuis l'ONU jusqu'aux ONG locales qu'évoquait Marc Laroche. Moi, j'évoquais aussi la question des codes de conduite et des normes. On parle beaucoup de normes par les temps qui courent. Et puis, si, probablement, un troisième point, quel rapprochement entre les droits de l'homme, le corpus des droits de l'homme. On a vu aussi de plus en plus des ONG humanitaires de terrain délégués aux ONG de droits de l'homme, des questions de plaidoyer, etc. Donc, est-ce qu'il y a des connexions possibles entre les ONG de droits de l'homme et le DIH et les principes humanitaires? Voilà, c'est un peu ces 3 points-là que je vous demandais un peu de mettre en perspective. Voilà, vaste débat. François, non? Peut-être on finira par le CICR, peut-être on finira par le CICR. François. Complexe, parce que je crois que plus les choses sont complexes, plus il faut aussi essayer de les ramener à des choses simples en termes d'ambition. Alors, en pratique, bien sûr que les humanitaires, on va dire, qui travaillent dans les situations de conflit, arrivent
et croisent sur le terrain en permanence des gens qui y étaient déjà et qui y resteront. Ce sont des partenaires. La question n'est pas tellement celle des partenaires, parce que l'enjeu est plutôt de définir les rôles et de définir les attentes. Si je prends le cas de la Syrie, par exemple, la MSF a beaucoup travaillé dans la première année avec des relais locaux, avec voilà, en lien avec la société, ce qu'on appellerait la société civile ailleurs, quoi, hein. Donc, est-ce que c'est vraiment un partenariat? Je pense que c'est un ancrage, c'est une manière de comprendre où sont les problèmes, où passent les lignes de fracture, où sont les engagements, parce que c'est quand même une société divisée, et qui va, au fur et à mesure que le conflit évolue, se polariser de plus en plus. Donc il y a cette notion de division et de polarisation de la société, et forcément de groupe. Hein. Si c'était une société unie, il n'y aurait pas de guerre civile. Donc il faut quand même comprendre à quel endroit passent les clivages, et jusqu'où on peut compter sur certains et arrêter de compter sur eux, et aussi jusqu'où on peut les mettre en danger ou ne pas les mettre en danger. Parce que ça, c'est toujours le débat sur les partenaires locaux, qui sont évidemment, une évidence dans le domaine du développement et choses comme ça, mais dans le domaine du conflit, il y a effectivement une exposition, un positionnement qui met en danger, une tension, une mise en tension avec les autorités, et une criminalisation de notre propre action. Hein. Si je reprends le cas, soigner un combattant, aujourd'hui, le médecin qui fait ça est considéré comme criminel dans le droit syrien. Donc jusqu'où on embarque des gens avec nous, et ceux qu'on embarque avec nous, on se doute bien que ce n'est pas que par amour du métier. Hein, et quand on assume d'être criminel, il y a une part d'éthique, mais il y a aussi une part de militantisme, et il y a d'autres choses. Donc c'est cette espèce de mariage, parce qu'on n'est pas hors sol, ces partenariats, ces liens, il faut quand même les mesurer à l'aune de nouveau des principes, de leur indépendance, de leur impartialité, alors on ne va pas parler de leur neutralité, mais comprendre leur engagement, c'est une manière de savoir jusqu'où on peut aller avec eux et à quel endroit on s'arrêtera. Et négocier de nouveau notre espace à nous par rapport à leur propre engagement. Même s'il ne s'agit pas de porter des jugements, certains seraient plus humanitaires, moins humanitaires, appartiendraient plus à l'humanité ou moins, c'est pas ça. Mais il y a bien des fonctions différentes, et un de nos travaux, c'est quand même aussi de rappeler qu'il y a des fonctions différentes, et c'est essentiel de séparer les rôles. On vit dans un monde où on voudrait tout, voilà, tout serait... il faudrait tous qu'on soit frères, ce serait beau, et puis qu'ensuite on travaille tous ensemble pour les mêmes buts. Oui, sauf que la réalité, c'est qu'il y a ces conflits, quoi, hein. Dans un monde idéal, oui. Dans le monde des conflits, il faut quand même prendre ça comme postulat de base, c'est un axiome de départ, et ensuite, c'est avec cette carte-là qu'on définit les alliances, les partenariats, et les niveaux d'exposition auxquels nos partenaires nous exposent et auxquels nous exposons nos partenaires. Parce que ça va aussi dans les deux sens. Donc ça, c'est un premier point, je voulais dire, sur cette question de la coopération. Et on le rappelle quand même relativement souvent, et c'est toujours important de le rappeler, c'est pas l'action humanitaire expatriée qui fait tout. Les sociétés survivent, heureusement, elles survivent à la paix, elles survivent à la guerre, grâce d'abord à la société elle-même, hein. Et à l'engagement des gens. En droit, il y a cette notion des sociétés de secours qui renvoie, peut-être que Pascal reviendra là-dessus, justement cette articulation spécifique qu'a le CICR avec ses sociétés nationales. C'est bien des identités différentes. C'est ce qui peut poser problème quand on fait croire que c'est la même chose dans une situation de conflit. C'est bien des identités différentes, elles ont ce statut de société de secours, d'acteurs de secours dans les conventions de Genève et dans les protocoles. Il faut qu'on l'intègre aussi quand nous, on se définit comme extérieur, c'est-à-dire partie extérieure au conflit et non pas partie prenante. Sur les codes de conduite et les normes, je pense que... Là, je n'ai pas forcément envie d'être trop gentille parce que on adopte des codes de conduite en général après une catastrophe, quoi, quand on a vraiment merdé. Hein, le code de conduite, c'est pas pour rien qu'il arrive en 94, après les désastres du Rwanda, quoi. Voilà. Et c'est pas pour rien que ce code de conduite, il a déjà un malentendu en lui. On parle de situation de catastrophe naturelle. Ben non, c'est pas une catastrophe naturelle. Hein. Rien de naturel dans les conflits. C'est quand même les hommes, c'est la politique qui a créé ces conflits-là. Et séparer, se dire, oh ben ça ressemble à du bazar, ça ressemble à des besoins, donc finalement, on met en place la même technique d'assistance. Non, l'assistance dans une situation de conflit n'a rien à voir, parce que, ben oui, il y a des gens qui se battent, qui sont prêts à avoir la peau les uns des autres. Ça veut dire quoi de les aider? Voilà, c'est pas du tout la même quand on arrive après une sécheresse, une inondation ou un tremblement de terre. C'est pas du tout le même système. Or, on refuse, alors pour des raisons
peut-être de protection intellectuelle, psychologique, mais je pense plus profondément pour des raisons diplomatiques, c'est que le conflit, c'est l'échec de tout le monde. Donc on refuse de reconnaître le conflit souvent, et on traîne par contre les normes applicables au temps de paix, ou la coopération, au développement, la bonne volonté, on traîne ces normes qui n'ont rien à faire dans une situation de conflit, parce que ça ne permet pas de s'en sortir. Voilà, ça c'est un point que je voulais dire sur les codes de conduite. Maintenant, c'est vrai que l'impartialité, la neutralité, tout ça, tout le monde dit ok, sauf que, encore une fois, qu'est-ce que les gens en comprennent? C'est pas juste un logo, quoi, des stickers neutres, impartial, voilà. C'est pas du tout compris et pas du tout intégré. Alors après, la même chose sur le corpus droits de l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, depuis quelques années, un des enjeux pour l'action humanitaire indépendante, c'était le danger de l'action humanitaire imposée dans le cadre d'opérations de maintien de la paix, c'est-à-dire comment arriver à dissocier l'action qu'on fait accepter avec des niveaux de violence qu'on essaye, nous, de baisser au minimum, par opposition à une action humanitaire qui arrive imposée dans le cadre d'une opération de maintien de la paix, pour le dire simplement, et qui donc devient un enjeu de ce rapport de force-là. Et aujourd'hui, on a la même chose avec un élément supplémentaire, avec les crimes, c'est-à-dire l'action humanitaire au nom de la lutte contre l'impunité, avec les enquêtes de la Cour pénale internationale, qui mettent une pression, une politisation, mais des enjeux terribles, y compris notamment sur le soin. Parce que l'enrôlement des enfants soldats, c'est un crime, mais le viol, c'est un crime. Donc aujourd'hui, arriver à faire apparaître des femmes violées dans un centre de soins, ça devient super compliqué parce que ça veut dire on va faire un dossier pour crime, quoi. Et le statut des registres des hôpitaux est problématique. Est-ce que c'est une preuve pénale? Est-ce que c'est une pièce à conviction? Ou est-ce que c'est un droit d'accès pour recevoir des soins? MSF est sous pression de la Cour pénale internationale pour avoir le registre de l'hôpital d'Abobo. Est-ce que c'est pas possible de juger, de monter un dossier d'instruction sur les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire sans venir chercher le registre de l'hôpital d'Abobo? On transfère la pression, comme d'hab, sur les victimes. Alors une victime, tous les juges savent qu'une victime, c'est le pire. On n'a pas besoin de victime pour faire un procès. On a besoin d'un criminel repenti qui avoue, ou qui dit, qui lâche les autres. Mais là, la communauté internationale met tout ça dans un paquet et met beaucoup de pression pour réussir, mais cette pression, finalement, elle fait monter la pression sur l'action humanitaire et donc elle la fragilise. Et elle la rend impossible parce que l'action humanitaire, elle ne peut exister que s'il n'y a plus de pression, si on a vidé cette action de tout enjeu. Or là, on charge, on met de plus en plus d'enjeux sur cette action, et donc on la fragilise aussi. Donc voilà, c'est des petits bouts de contribution. Merci Françoise.